Et donc allons-y sans plus tarder donc sur non pas ce trade, ce n'est pas un trade, c'est une saga Paul George qui quitte les Clippers pour aller chez les Sixers. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous rappeler quand est-ce que s'est créée cette équipe des Clippers, évidemment, été 2019. Le seul truc un peu marrant dont il faut se souvenir, c'est que c'est une free agency pour Kawhi Leonard, mais c'est un trade pour Paul George, ça vous l'avez pas oublié, mais quelle est un peu la nuance, c'est que ils n'avaient pas forcément des contrats qui étaient alignés, donc, puisqu'il y en a un qui était free agent et l'autre non, qui avait déjà prolongé un an avant au OKC, mais bref, c'est un peu marrant parce que au final, dans ce cycle des Clippers, tout s'était plus ou moins realigné ensemble. Voilà. Bon, modulo, voilà, Paul George par exemple, il y avait une histoire de options qu'il pouvait prendre ou pas, enfin bref, on s'en fiche un peu des détails, mais grosso modo, tout le monde était arrivé un peu en fin de cycle et donc se diriger ensemble en même temps vers une prolongation avec ce même timing, donc Kawhi Leonard, Paul George aussi, même James Harden qui était arrivé en octobre ou novembre dernier, lui aussi, c'est pareil, Free Agency 2024, plus même Tyronn Lue, on peut rajouter, plus même Ivica Zubac, qui d'ailleurs, depuis cette Free Agency, enfin bref, en août, là, il vient de prolonger, donc on pourra aussi en discuter, mais voilà, il y avait un peu un effet commun, et pour le coup, c'est aussi étonnant, parce que on avait d'un côté cet aspect où tout le monde arrivait un peu en fin de cycle, en fin de contrat, et demandait renouvellement. De l'autre, c'est vrai que moi, j'avais assez peu d'inquiétude sur le fait qu'on allait tout reprolonger, et même de manière automatique, en fait. Je sais pas, vous, quelle est un peu votre opinion, mais c'est vrai que pour moi, ça a été un peu surprenant. Cet aspect de, bah non, il n'y a pas de raison. En plus, voilà, c'est les Clippers. Donc, on sait que les deux stars ont un peu pas mal de pouvoir. C'est un peu eux l'équipe, parce qu'ils sont arrivés, ils ont fait l'équipe à leur arrivée, donc en cet été 2019. Kawhi Leonard, quand il est arrivé, il a dit, si vous voulez que je vienne, vous faites Paul George en même temps. Bref, c'est un peu les patrons, et il n'y a pas de mal à ça, hein. C'est un peu comme ça. Les stars sont un peu les patrons de leur équipe en général, mais surtout les Clippers. Je trouve qu'il y avait un peu cet aspect chez les Clippers de, bon ben voilà, tout est fait pour les stars, et puis c'est eux le projet, etc., etc. Donc, en un sens, moi j'étais très surpris, et enfin je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on ait potentiellement un divorce, et donc concrètement qu'on a eu pour de vrai donc un divorce, parce que on était quand même dans un cycle où, certes, tout le monde arrivait en fin de contrat, a priori, mais je me disais, bon, bah, automatique, quoi, ça va se faire. D'ailleurs, en plus, on était dans un espèce de all-in, avec, là encore, non seulement c'est un all-in sportif et construction d'équipe avec le trade de James Harden, qui allait apporter pas mal de compromis financiers, mais voilà, donc non seulement un all-in sportif, financier, construction d'équipe, etc., mais en plus, qui était un all-in pas mal piloté par les joueurs, justement. Hein, c'est-à-dire que c'était James Harden qui voulait aller aux Clippers, mais surtout, les deux stars des Clippers qui le voulaient également. Donc voilà, ça vient aussi se rajouter là-dessus pour moi, où on n'est pas dans certaines franchises, où je sais pas, on n'est pas, par exemple, Jimmy Butler à Miami, bon, mais c'est pas lui qui décide de tout, il y a quand même Pat Riley, etc. Voilà, on peut citer plein d'exemples, mais pour le coup, chez les Clippers, on avait un peu cette impression de, ben non, en fait, non seulement c'est eux le projet, mais en plus, c'est eux qui pilotent un peu tout, et ça semble un peu normal, mais voilà, de facto, c'est ça. Ça se passe comme ça. Donc, on était un peu surpris. Enfin, moi, j'étais surpris qu'au final, ça se finisse en échange. Et bon, on peut se refaire un peu la chronologie si vous voulez, surtout que j'ai trouvé un très bon article sur ABC News, donc le site de ABC qui est assez très fiable, hein, évidemment. Un article j'arrive jamais à prononcer son nom, de Om Yugmisuk, qui est un insider de ESPN ABC. Vous savez que parfois il y a des collaborations, des matchs retransmis ESPN aussi sur ABC, les finales notamment. Mais voilà, donc c'est un reporter et insider aussi beaucoup chez les Clippers pour le coup, donc spécialisé là-dedans, et donc un article sur le très sérieux ABC News qui raconte un peu cette chronologie justement. Et bon, nous, la première fois qu'on entend parler de ça, c'est par rapport en janvier 2024, où donc Kawhi Leonard prolonge de 3 ans. Voilà. Kawhi prolonge en janvier 2024. Rappelez-vous aussi le contexte sportif, on était en plein boom de saison des Clippers, où ils étaient fantastiques. Là encore, je peux vous renvoyer vers le bilan 2024 qu'on a fait. On a détaillé, je ne vais pas le refaire, mais en gros, on a une saison un peu en deux parties où, on enlève un peu le tout début de saison, mais une fois que ça clique avec James Harden, on a une première partie de saison où ça marche du feu de Dieu, meilleure équipe de la ligue ou pas loin, et deuxième partie de saison, post-All-Star Game, où ça s'effondre complètement. D'ailleurs, sans trop de raison, pas comme les Pacers 2014, hein, par exemple, ou petite preview pour l'épisode 300. Mais voilà, les Pacers il y a 10 ans, effondrement demi-saison, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a vu des trades en plein milieu de saison, vestiaire, etc. Là, il n'y a pas ça. Mais bref, donc on a cet aspect de la prolongation qui tombe en janvier 2024. On est en plein la saison du feu de Dieu des Clippers à ce moment-là. Il y a tout qui commence à très bien fonctionner. Donc ça, c'est janvier. Sachant que donc on avait aussi pas mal de... en fait, ça travaillait en coulisses depuis pas mal de mois déjà pour essayer de prolonger non seulement Kawhi Leonard, mais aussi Paul George.
Et aussi James Harden que les Clippers ont obtenu James Harden en tout début de saison. Lui aussi allait être free agent, comme on a dit, donc là aussi ça travaillait. Et donc il y avait un peu cet aspect de Kawhi Leonard qui prolonge. D'ailleurs, il prolonge pour moins que le maximum. Il prend pas un maximum, il prend un peu plus de 50 millions et ensuite 50 millions pile sur les 2 dernières années du contrat, sur 3 ans donc. Et l'idée, c'était un peu de laisser un peu de l'argent sur la table, comme on dit. L'expression est anglaise, je crois, elle est pas très belle, mais de laisser un peu d'argent aux autres, voilà, pour d'autres prolongations. Donc Kawhi Leonard qui prolonge. Et de l'autre côté, donc ça, on l'apprend après, hein, pour le coup, tout le monde a un peu parlé. En fait, Paul George nous raconte, et un peu pareil sur ABC News, nous dit que la première offre des Clippers, c'était 60 millions sur 2 ans. Donc à peine un contrat de 2 ans. Alors que donc Kawhi a obtenu 3 ans. Donc ok, la première offre, Paul George n'a pas trop apprécié. Ensuite, donc, on a eu cette news que Kawhi a prolongé pour 3 ans, avec en plus autour de 50 millions l'année, hein, comme dit. Sachant que de l'autre côté, apparemment, hein, les Clippers étaient un peu plus tatillons avec Paul George au niveau des négociations. Et non, on veut pas monter au-dessus de 43, 44, 45 millions, etc. quoi. Donc là-dessus, première vexation aussi de la part de Paul George, apparemment, qui dirait mais pourquoi est-ce que vous nous considérez un peu différemment. Je dis pas moi. Hein. Moi, je peux comprendre, et sans doute que vous aussi, ou vous avez envie de dire, bah oui, Kawhi, c'est normal, Kawhi Leonard est meilleur, etc. Ok, mais voilà, il faut voir aussi dans la tête de Paul George, c'est quand même plus difficile, eux, dans leur statut, de penser ce genre de choses, et même, Kawhi, il prend moins, donc il y a aussi peut-être un peu plus d'argent pour Paul George, plus cet aspect de lui, il dit, bon, mais on est arrivé ensemble, c'est un peu nous l'équipe, et voilà, même si en vrai, je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire que Kawhi est un peu meilleur, c'est vrai que le truc un peu normal ou classe à faire, c'est bon, bah, tu les traites un peu pareil, quoi. Je trouvais pas ça choquant pour le coup. Mais bon, de l'autre côté, on peut aussi argumenter que les Clippers sont déjà dans le second apron. Donc la deuxième limite à pas dépasser, mais qui dépasse quand même par rapport au budget salarial autorisé. Donc ils ont déjà dépassé la deuxième limite qui est la plus punitive. Effectivement, on peut aussi argumenter que côté Clippers, il n'y a pas de petites économies. Hein. Littéralement, chaque dollar dépensé explose de plus en plus en termes de taxes. Et qu'est-ce que ça coûte vraiment aux propriétaires. Donc bref, il y a eu ça. Et quand Paul George il a vu ça, non seulement lui il a vu qu'on lui proposait à peine 2 ans, ça lui plaisait pas, mais en plus il a dit bon ok, vous lui donnez 3 ans, donnez-moi ça aussi. Donnez-moi pareil, et puis voilà, c'est comme ça. Bon, finalement, ça se fait pas. Quand Kawhi prolonge, on a des news comme quoi on s'attend à ce que Paul George et Harden aussi prolongent assez rapidement. Kawhi Leonard aussi espère, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a pris moins d'argent, il espère qu'il y aura prolongation des autres aussi rapidement. Ça ne se fait pas. On a encore des news au mois d'avril qui retombent là-dessus. On attend, on espère une prolongation. De nouveau, pareil, en mois de mai, quand on a l'élimination en playoff, etc., etc. Et finalement, non, il n'y a rien qui tombe. Et la suite de la saga, vous la connaissez un peu plus logiquement, parce qu'on l'a vu publiquement, je veux dire. C'est cette histoire de on se dirige vers un divorce avant la free agency, on sait que c'est fini, il veut partir, et il veut s'en aller parce que négociation infructueuse en termes de prolongation de contrat. Oui, j'ai pas dit d'ailleurs, mais bon, je veux pas détailler, on s'en fiche un peu, mais vous savez que parfois certains vétérans sont pas obligés d'arriver jusqu'en free agency pour tester le marché et prolonger. On peut prolonger parfois de manière anticipée comme la Kawhi Leonard, et donc Paul George pouvait le faire. Enfin bref, les détails de ça on s'en fiche, mais voilà, juste je le précise peut-être pour les néophytes, on peut prolonger parfois un peu en amont, on n'est pas obligé de prolonger à la free agency. Donc bref, on savait qu'il y avait ça, le divorce, on allait vers le divorce, mais avant ça, juste avant, il y a eu potentiellement échange aux Warriors. Pourquoi ? Parce que les Clippers, sachant que c'était fini, ils voulaient peut-être en tirer quelque chose en retour, ce qui est la bonne stratégie, pour le coup, en tout cas, à partir des décisions qui avaient déjà été prises avant. Si tu sais qu'il y a divorce, ok, tu peux essayer d'en tirer un truc. Le problème, c'est que je pense qu'ils ont été un peu trop gourmands, et ou, de l'autre côté, les Warriors ont été un peu trop prudents, peut-être aussi, je sais pas, mais l'ajout aurait été fantastique aux Warriors, sauf que les Warriors, il y avait un coup génial, c'était en plus d'activer l'option de Chris Paul, donc ça aurait fait le gros contrat à mettre dans la balance, c'était parfait. Plus, pour que le package soit intéressant, voilà, Chris Paul, personne n'en veut, tu mettais un jeune ou deux, tu mettais Podziemski, Kuminga, ou les deux, ou Moses Moody. Bon, les Warriors n'ont pas voulu, ils voulaient garder absolument leurs 2 futurs MVP, apparemment ils les voient comme ça, les Kuminga et les Podziemski. Donc ça s'est tombé à l'eau, et donc ensuite Paul George est allé aux Sixers prendre son argent, et c'est vrai que c'est un peu le point clé dans cette histoire, c'est qu'est-ce que voulait Paul George. Et bon, j'ai déjà un peu dit, au début, la stratégie des Clippers, ça a été de proposer finalement assez peu, 60 millions sur 2 ans, c'est à peine 30 millions l'année. Voilà, vous avez vu qu'ensuite ils ont offert 50 millions à Kawhi Leonard, et en plus sur 3 ans, donc la première offre était pas top.
Paul George s'est senti un peu insulté. Bon, c'est toujours une question d'ego, etc. On peut, à défaut d'être d'accord ou pas, on peut comprendre en tout cas dans ce référentiel, dans le sien en tout cas, que ça se passe comme ça. Et puis ensuite, il réclame l'offre la même offre, exactement la même que Kawhi, donc c'est-à-dire 3 ans et autour de 50 millions l'année, que les Clippers ne veulent pas lui donner dans un premier temps. Mais ensuite, les Clippers veulent bien, apparemment, d'après ABC News, les Clippers, au niveau de la free agency, veulent bien lui donner, mais sauf que bon, le mal était un peu fait, quoi, parce qu'il y a eu pas mal de négociations, et notamment, donc, ce qui s'est passé aussi, c'est que, souvenez-vous, il y a aussi un épisode marquant dans cette histoire qui, avec le même propriétaire, le même président des opérations basket, en tout cas, officiellement, c'est Lawrence Frank, ancien coach des Nets d'ailleurs. Lawrence Frank est un peu le même président, Steve Ballmer aussi. Souvenez-vous l'épisode de Blake Griffin. Peut-être les plus jeunes s'en souviennent pas, mais à l'époque, donc c'est Lob City, le fameux Blake Griffin, DeAndre Jordan, Chris Paul, etc. Et que se passe-t-il ? Chris Paul a été échangé été 2017, donc chez les Rockets. Il part chez les Rockets contre Montrezl, Pat Beverley, Sam Dekker, dédicace. Bref. Et en fait, ce même été, Blake Griffin, lui, ne part pas, et il était en free agent, et on lui a donné un méga contrat. Dit, tiens, prends, toi tu pars pas, on te donne ce contrat. Donc énorme contrat, sauf que la petite douille, si j'ose dire, la petite nuance en tout cas, pour rester un peu plus correct, c'était qu'il n'y avait pas de no trade clause. Il n'y avait pas de clause où le joueur pouvait dire non, je me fais pas échanger, je choisis si je me fais échanger ou pas. Il n'y avait pas de no trade clause, et donc en fait c'était un move. Donc ce même front office et ce même président, ce même propriétaire avait donné l'énorme contrat à Blake Griffin pour pas le perdre pour rien à la free agency en juillet. Et grosso modo, je sais plus quand c'était peut-être novembre, décembre, janvier, je sais plus exactement, mais en gros, il est échangé à Détroit même pas 6 mois après. Voilà, donc ça, c'est aussi un épisode marquant, surtout quand on parle de ce même front office. Donc là, on a un peu le clan Paul George, on se dit, bon, ok, on va peut-être demander ça, quoi. On va demander ça. On va demander une no trade clause, parce que vous êtes gentil, on vous fait confiance, mais non, en fait. Mais non. Donc, donnez-nous une no trade clause. Ça fait partie de négociation. Voilà, ça paraît assez logique, surtout vu les antécédents. Les Clippers qui apparemment étaient enfin au niveau de la free agency enclins à lui donner ça, ils avaient changé d'avis par rapport à ça, la somme et le montant, la somme et la durée de ok, on veut bien au final te donner cette somme, apparemment d'après ABC News. Là, quand il y a eu cette nouvelle demande de no trade clause, ça a bloqué. Donc non, on veut pas te donner une no trade clause. Donc là, prenons un peu, marquons un temps de recul, mettons-nous à la place de Paul George. On a une franchise qui vous offre très peu, même largement en dessous des prix du marché pour son statut. En plus, son contrat très court, donc un truc vraiment, si ça marche pas ou si on veut s'en débarrasser, c'est facile parce que c'est un contrat court. On n'a pas besoin d'échanger X années, 4 ou 5 années d'un méga contrat et personne ne voudra l'encaisser. Ok, donc on a ça, un peu proposition en dessous des prix du marché, contrat très court, ça inspire pas la confiance et on refuse aussi une no trade clause. Donc là, vous êtes dans le clan de Paul George, vous dites ah ouais, en fait, ils veulent bien me donner le contrat, mais parce qu'en fait, peut-être qu'ils veulent m'échanger aussi, quoi. Et je peux comprendre en effet, et même moi-même je vais un peu défendre ça, je peux comprendre de la part des Clippers, mais mettez-vous à la place de Paul George, il y a un peu ce truc de, en fait ils veulent pas de moi, ou alors ils veulent garder l'option sous la main absolument de vouloir m'échanger, quoi, ou de, voilà, ça respire pas la confiance, en tout cas, je pense qu'on peut le résumer comme ça. Donc la no trade clause est refusée, et donc quel est le prochain move, quel est le contre-move, la contre-proposition dans les négociations de la part de Paul George? C'est de demander non pas un contrat de 3 ans, mais un contrat de 4 ans. Voilà, c'est l'idée, c'est vous voulez pas me donner cette clause où c'est moi qui décide si je suis échangé ou pas. Et parenthèse, c'est quelque chose d'assez, le pouvoir est clairement entre les mains du joueur. Souvenez-vous Bradley Beal qui part contre quasiment rien en termes d'échange. Pourquoi ? Parce que comme il a une no trade clause, il peut choisir. Il y a plein de monde qui pouvait faire des offres. Miami pouvait faire une offre, n'importe quoi, Toronto, Chicago, New York, tout le monde pouvait faire des offres à Washington pour Bradley Beal. Sauf que si à la fin Bradley Beal disait non, moi je veux pas être échangé là, le trade tombait à l'eau. Et donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que Bradley Beal a le pouvoir. C'est lui qui a un peu les rênes de l'échange en fait. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ? Au final, c'est lui qui décide. Donc Phoenix, en sachant que Bradley Beal voulait absolument Phoenix a pu faire une offre largement en dessous du prix, sans doute du prix du marché ou de la valeur sportive, etc., etc. Et en fait, Washington a dû accepter parce qu'il n'y avait littéralement pas d'autre option. Bradley Beal a fait comprendre que non, c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui ai la clause, c'est moi qui ai le dernier mot. Je vais refuser absolument tout, sauf Phoenix. Et donc Phoenix, position de force, tu peux offrir pas beaucoup, notamment donc le contrat finissant de Chris Paul déjà, encore lui qui est par là. Et donc voilà, je pense que
faut aussi se rendre compte de pourquoi est-ce que les Clippers n'ont pas voulu donner ça. C'est que c'est quand même costaud, quoi. En un sens, on comprend l'aspect Paul George par rapport à Blake Griffin, ce qui est arrivé à Blake Griffin, et t'as pas envie de signer un contrat et de te faire échanger de suite, c'est pas cool. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que Blake Griffin s'est retrouvé coincé à Détroit. Alors, il a fait une très bonne année à Détroit, notamment. Il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est un peu triché au niveau de la free agency, parce que le principe de la free agency, c'est toi, tu as la liberté de choisir où tu veux aller. Or, si tu signes un contrat et que 4 mois après, alors il y a une date où tu peux pas être échangé, genre 2 jours après, on est d'accord, mais c'est une question de mois. Je crois qu'à partir de décembre, tu peux commencer à être échangé. Bref, ça vient un peu, ça vient, comment dire, rompre un peu le pacte, et ça vient casser l'idée même de la free agency où le joueur peut choisir, à la liberté de choisir où il va jouer, en fait. Donc on peut comprendre aussi Paul George, mais on peut aussi comprendre de l'autre côté les Clippers qui disent bah non, parce que en fait on veut quand même nous garder nos options ouvertes. On a compris que les Clippers avaient pas en tête forcément ben voilà, il est plus aussi intouchable, il est plus méga star, superstar, puisqu'il lui propose pas beaucoup, il lui propose un contrat court, ensuite il lui refuse une no-trade clause. Mais bref, t'as pas non plus envie de donner tous les pouvoirs aux joueurs sur une no-trade clause parce que c'est costaud, quoi. CF, donc l'épisode Bradley Beal. C'est un peu les deux extrêmes, malheureusement. Quand la franchise a le pouvoir, elle peut faire une Blake Griffin. Quand c'est le joueur qui a le pouvoir, on peut voir le package contre Bradley Beal. C'était quand même pas top. Donc, malheureusement, il n'y a pas trop de juste milieu. Donc, on peut comprendre aussi cet aspect de bataille autour de ça. Bref, donc, c'est refusé. Et donc, que dit Paul George? Il dit, bah, ok, vous voulez pas me donner cette clause, alors au moins, donnez-moi une 4e année de contrat. Voilà. Et c'est ça qui va devenir, en fait, le point de tension, le nœud du problème, c'est la 4e année de contrat. Quel est le raisonnement de Paul George à ce moment-là? Bon, bah, si vous voulez pas me donner cette clause et donc potentiellement je vais être échangé, bah, au moins, donnez-moi le méga contrat. Comme ça, même si je suis échangé et que je ne choisis pas ma destination et que vous me bazardez ailleurs, bon, bah, au moins, j'ai mon contrat. Voilà, ça, on peut aussi le comprendre. Hein, mais évidemment, on est dans des négociations, on peut comprendre un peu tous les parties, évidemment. Mais voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. C'est, bah, on veut une autre clause, non, tu l'auras pas. Donc, bah, donnez-moi au moins un méga contrat, comme ça, bah, si vous m'échangez, au moins j'ai mon argent. C'est un peu l'idée. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est fait, et c'est ça qui est devenu le point de tension, apparemment, de toutes ces négociations, c'est la 4e année. Et c'est ce qu'a totalement refusé de donner LA, puisqu'il faut dire LA, hein, c'est pas le nom officiel, c'est les LA Clippers, c'est pas les Los Angeles Clippers, mais voilà, au final, ça a beaucoup tourné autour de ça, c'est ça qui a bloqué, on va le détailler, mais voilà un peu la saga Paul George, et comme dit, je pense qu'on peut un peu comprendre les deux camps, entre Blake Griffin versus Bradley Beal, un peu ces deux cas-là, entre l'histoire de, bah non, on te fait en octobre, la première offre qu'ils lui ont fait en octobre, elle était très très basse, hein, à peine 2 ans, 60 millions, donc ça ne respire pas la confiance, ça ne respire pas le on veut de toi, en termes de durée, mais même en termes de somme, plus le fait que on a aussi donc Kawhi qui a sa grosse offre, alors que Paul George, lui, il galérait à gratter million par million dans les négociations, et finalement Kawhi Leonard, il obtient la grosse offre, 50 millions l'année, plus Kawhi Leonard qui prend moins pour que les autres puissent prolonger, à la fois James Harden et Paul George, plus côté Paul George, cet aspect de j'ai pas l'impression qu'on veut de moi, j'ai pas l'impression d'être traité sur le même plan que Kawhi Leonard. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Et de l'autre côté aussi, pour citer un peu la franchise, on peut comprendre, moi je trouve, hein, je pense qu'on peut en un sens comprendre la clause de no trade, la no trade clause, on peut le comprendre. On sait que ça peut créer malheureusement des situations un peu extrêmes. Donc voilà. Et de l'autre côté aussi, si on écoute un peu la franchise, c'est vrai qu'eux ils disent, bah, nous on avait aussi une équipe qui était faite de stars, hein, de superstars, mais qui étaient aussi des mecs qui avaient au moins tous 33 ans pour le coup. Voilà, si je retrouve, hein, je peux vous lire. En arrivant sur cette intersaison, notre roster était construit avec 3 excellentissimes, splendides joueurs de 33 ans ou plus, et 2 d'entre eux qui allaient devenir des free agents. Donc notamment Kawhi Leonard et James Harden, avec Paul George qui avait une option, donc. Et évidemment, les Clippers disent, nous, notre souhait, c'était de les garder, de les retenir, mais sur des contrats qui nous auraient permis, nous, selon certaines contraintes du nouveau cibier, de continuer à construire l'équipe. Voilà, c'est un peu comme ça qu'argumente en tout cas la franchise, c'est on voulait les garder, mais avec aussi les contraintes de salary cap et de le second apron et de la taxe, etc., on voulait aussi des contrats qui puissent nous permettre de vraiment construire l'équipe. Donc, on a négocié pendant des mois avec Paul George,
je cite toujours, pardon, on a négocié pendant des mois avec Paul George et avec ses représentants sur un contrat qui aurait du sens pour les deux parties. Mais nous étions beaucoup trop loin en termes de négociation. Le gap, l'écart était significatif. Bref, donc on va le développer, mais après la clause, tout s'est joué autour de cette 4e année ou pas de Paul George. Et donc c'est un peu là-dessus que tout s'est joué avec donc Golden State qui a essayé sa chance, finalement non. Et puis de l'autre côté aussi, oui parce que je l'ai pas dit, mais pourquoi est-ce qu'il y avait possibilité de trade aussi pour Paul George, c'est que comme il avait une option, il suffisait qu'il prenne son option et il pouvait être échangé avec, alors que comment il a pu ensuite signer aux Sixers en tant que free agent alors qu'il était en fin de contrat, parce que justement il y a cette histoire d'option. Donc, s'il y avait eu un deal en place avec les Warriors, il aurait pris l'option et il aurait été échangé. Alors que, comme le deal ne s'est pas fait, il n'a pas pris son option, il est devenu free agent et il a pu signer aux Sixers. Voilà, je voulais aussi un peu clarifier parce que, comme on a parlé à la fois de trade et puis un jour plus tard de signature aux Sixers, ça pouvait être un peu confus. Mais voilà, ça part aussi du contrat. Et donc, de l'autre côté, évidemment, les Sixers, Daryl Morey, eux, ils ont proposé un contrat en termes de taille, mais surtout en termes de longueur qui était parfait par rapport à Paul George, c'est-à-dire grosse somme et évidemment sur 4 ans. Mais bref, on va un peu détailler tout ça. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.